Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la masterclass Pays Doc IGP. Je suis Delphine, je suis en charge de la communication pour l'IGP Pays Doc. Et voici Christophe, notre sommelier. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir avoir cet échange avec vous aujourd'hui, même si c'est en distanciel et non en présentiel. Et nous remercions Terre de Vin de nous avoir permis de mettre en place cette masterclass. Je ne sais pas s'il est déjà connecté, mais nous remercions également Serge Dups, meilleur sommelier du monde et président du jury du Tour des Cartes 2021, qui nous fait l'honneur d'être présent à cette masterclass. Alors, durant ces 45 minutes, notre sommelier, donc Christophe, va vous présenter 5 cuvées qu'il a choisies soigneusement pour vos types d'établissements. Mais avant de démarrer, j'aurais souhaité vous faire une petite présentation rapide du label pour vous expliquer qui on est et ce qu'on a à vous offrir, ce qui vous donnera le temps aussi, si ce n'est pas déjà fait, d'ouvrir les 5 cuvées qui vont être présentées ce matin pour les aérer. Alors, pour les cuvées, vous en avez reçu 6, donc attention, la 6e, elle est à boire à votre convenance, donc vous pouvez l'ouvrir aujourd'hui pour la boire tout à l'heure en guise d'apéritif si vous le souhaitez. Mais les 5 qui vont être présentées sont celles du carnet de dégustation que vous avez sûrement déjà dû recevoir. En ce qui concerne la technique, je vais juste vous demander de couper les micros, de vérifier que vous avez bien en affichage l'affichage intervenant. En haut à droite, vous avez un icône sur Zoom, ce qui vous permettra de voir les slides de la présentation et quand elles s'afficheront, les slides de la fiche technique de chaque vin que Christophe vous présentera. Et à la fin de la présentation et ensuite à la fin de chaque vin présenté, vous pourrez rouvrir vos micros si vous avez des questions. Alors, Pays Doc IGP, qu'est-ce que c'est? Alors, on va peut-être commencer par éclaircir la notion d'IGP. Effectivement, l'IGP ou indication géographique protégée, c'est un signe officiel d'origine et de qualité. Et en Europe, pour le vin, il en existe 2 seulement. C'est l'IGP et l'AOP. En 2009, en fait, il y a eu une réforme européenne. À ce moment-là, les 20 pays deviennent IGP. Au même moment, les AOC deviennent AOP. Et les vins de table deviennent des vins sans indication géographique. Alors pour cette dernière catégorie, c'est assez facile, il n'y a aucune zone géographique qui est définie, ni aucune contrainte réglementaire. En ce qui concerne les IGP et les AOP, c'est différent. On est sur une zone géographique qui est définie au départ. Donc pour les AOP, on parle de terroir, des très petites zones. Pour les IGP, on parle de territoire, donc en général une zone beaucoup plus grande. Donc, ces 2 signes officiels de qualité, IGP et AOP, sont soumis à des cahiers des charges qui définissent une limitation des rendements, qui définissent une liste de cépages et ou assemblages qui sont autorisés et qui ont des contrôles internes mais aussi externes par des organismes indépendants. Alors, si on revient sur l'IGP, on a vu la notion de qualité garantie à travers les contrôles qui sont effectués, mais aussi d'origine. Et pour les vins en IGP, 100% des raisins doivent provenir du territoire de l'IGP. On verra un petit peu plus tard quel est le territoire de l'IGP Pays Doc. Et comme la limitation des rendements et le nombre de cépages est en général moins restrictif en IGP qu'en AOP, on a tendance à dire que l'IGP propose un espace de liberté plus grand, avec des vins modernes, souples et accessibles. Il faut savoir qu'en France, il y a 75 IGP 20. Elles peuvent être régionales comme l'IGP Pays Doc. Elles peuvent aussi être départementales comme l'IGP Hérault ou l'IGP Aude, par exemple, pour rester dans la région. Ou alors de petites zones, donc comme par exemple l'IGP Cité de Carcassonne. Alors en Pays Doc, vous avez une garantie de qualité supplémentaire, puisque au niveau des contrôles internes, Pays Doc s'impose de déguster tous les vins avant qu'ils soient certifiés. Et ce procédé est unique en France. Alors pour vérifier que le vin que vous avez choisi est bien en IGP Pays Doc, c'est très facile, il vous suffit de le vérifier sur l'étiquette puisque c'est une mention obligatoire. Alors là, sur ce slide, vous le voyez, c'est sur l'étiquette, sur le facing, mais vous pouvez très bien aussi le trouver sur la contre-étiquette. Alors au niveau du territoire de l'IGP Pays Doc, on l'a dit tout à l'heure, c'est une IGP régionale. Elle couvre donc une région, ou plutôt une ex-région, puisque le territoire de l'IGP Pays Doc, c'est l'ex-région Languedoc-Roussillon.
C'est-à-dire que pour les vins Pays d'Oc IGP, les raisins doivent provenir de ce territoire. Ça veut aussi dire que si je suis vigneron et que ma vigne est sur ce territoire, je peux décider de faire de l'IGP Pays d'Oc. C'est un choix commercial. Même si je suis sur un terroir d'appellation, si je souhaite faire du Pays d'Oc, je peux. Il suffit que je le déclare et ensuite je suis contrôlée et certifiée si tout est conforme. Alors ce vignoble du Pays d'Oc représente en termes de superficie la moitié du vignoble du Languedoc-Roussillon et 10% du vignoble français. Donc ça représente 120 000 hectares de vignes et ces 120 000 hectares sont cultivés par 1000 vignerons indépendants et 164 coopératives, ce qui représente au total 13 000 familles. On est donc bien sur un vignoble familial. Et c'est un territoire qui a énormément d'atouts, notamment le fait d'être dans un climat méditerranéen très ensoleillé, donc avec des hivers doux et des étés chauds. On a également 4 vents principaux qui balaient la région et permettent un état sanitaire optimum des vignes. Et cela permet une gestion du vignoble beaucoup plus saine, avec moins d'impact en termes de traitement phytosanitaire. Et ça permet par exemple à l'IGP Pays d'Oc d'être le premier producteur de vin bio en France. Alors, ça ne s'arrête pas au bio, ça va bien au-delà. Et vous pouvez voir ici sur ce slide l'engagement qui est très fort des vignerons sur des certifications environnementales et sociétales. Alors ici, on n'a pas que les entreprises du Pays d'Oc, c'est les entreprises de la région Languedoc-Roussillon. Venons-en maintenant au troisième pilier, on va dire, de l'IGP Pays d'Oc, après avoir vu la qualité et le territoire, c'est son ADN, c'est-à-dire le cépage. Effectivement, les vins Pays d'Oc IGP sont des vins de cépage, et le cépage est vraiment au cœur de la personnalité du vin. Alors en fait, en 1987, le vignoble du Languedoc-Roussillon avait besoin d'être rénové et restructuré, et surtout de trouver des débouchés commerciaux. Et le cépage était alors la clé d'entrée du consommateur à l'export, en dehors de la France qui était plus sur une consommation AOP et assemblage. Donc il a été décidé d'adopter cette stratégie de cépage pour avoir ce débouché, et à l'époque, effectivement, 70% de la production des Pays d'Oc était vendue à l'export. Mais entre-temps, la tendance de consommation a beaucoup évolué en France, où le cépage devient aussi une référence, et aujourd'hui, 52% de la production des Pays d'Oc est commercialisée en France. Alors, la quasi-totalité des vins sont commercialisés avec mention de cépage sur leur étiquette. Et vous trouverez en majorité des monocépages, comme vous pouvez le voir sur ce slide ici, Chardonnay, Petit Verdot, Gewürztraminer, Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Malbec, pour ne citer que. Mais les vignerons peuvent aussi, dans le cahier des charges, travailler les bicépages. Donc en bas à droite, vous voyez une étiquette qui mentionne Chardonnay et Viognier, ou encore les assemblages. Tout en bas à droite, la cuvée Freestyle, par exemple, est un assemblage. C'est ce qu'on appelle communément chez nous la liberté d'expression des vignerons en Pays d'Oc. Alors, au niveau de l'offre, l'IGP Pays d'Oc propose 58 cépages dans son cahier des charges, avec une production annuelle moyenne de 6 millions d'hectolitres, ce qui représente l'équivalent de 800 millions de bouteilles. Ces 800 millions de bouteilles sont aujourd'hui vendues dans 170 pays, ce qui nous donne, si on fait un rapide calcul, 25 bouteilles vendues chaque seconde dans le monde. Alors ça en fait le premier label français en termes de production, mais également à l'export. Et 10% de ces 800 millions de bouteilles sont vendues aujourd'hui dans les cafés, hôtels, restaurants en France. Alors l'offre est répartie sur les 3 couleurs. On a 46% de rouge, 26% de blanc et 28% de rosé. On se rend compte ces dernières années qu'aujourd'hui, effectivement, le rosé progresse et aujourd'hui, il dépasse les blancs. Effectivement, on n'est plus du tout sur un phénomène saisonnier, on consomme vraiment du rosé toute l'année. Et aujourd'hui, Pays d'Oc IGP est le premier producteur de vin rosé en France, devant la Provence. Si on veut résumer mon propos et récapituler les atouts des vins Pays d'Oc IGP, premièrement, on a cette diversité exceptionnelle, on vient de le voir sur les couleurs et les différents cépages proposés. On a aussi une diversité de sols et de reliefs qui permettent d'avoir aussi une diversité aromatique au sein d'un même cépage, qu'il soit cultivé en plaine ou en altitude par exemple,
une diversité de packaging. Je vous en ai mis quelques-uns sur ce slide. Donc on a aussi bien de la bouteille que du bag-in-box, que de la canette, que de la wine poche, et j'en passe. Au niveau des bouteilles, vous voyez également que nous n'avons pas de bouteille particulière pour les pays d'oc. On peut utiliser de la bourguignonne, de la bordelaise, de l'alsacienne ou autre. Et de la même manière, au niveau du bouchage, on peut retrouver du liège, de l'aggloméré, du bouchon en verre ou de la capsule à vis. Si vous additionnez cela à la diversité des vignerons et à la touche qu'ils vont mettre dans chaque vin, ça vous donne vraiment un panorama exceptionnel. Deuxième point, un approvisionnement constant et qualitatif. On l'a vu à travers les premiers slides, avec effectivement une moyenne de 6 millions d'hectolitres produits, des contrôles par un organisme indépendant et une traçabilité des vins à 100%. Le troisième point, et non des moindres, un excellent rapport qualité-prix-plaisir. Vous l'avez peut-être déjà constaté si vous avez des pays d'oc à votre carte aujourd'hui. Et en fait, l'ensemble de ces atouts permettent vraiment au label de répondre à toutes les demandes du marché, à toutes les occasions de consommation. Et en l'occurrence, ce qui vous intéresse aussi, c'est de proposer des accords mets et vins à l'infini. J'en ai terminé pour ma part. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est bon. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie. Je passe la parole à Christophe pour la dégustation. Dans tous les cas, après les masterclass, nous vous ferons parvenir un mail avec nos coordonnées. Donc, on aura l'occasion d'échanger sur différents sujets qui vous intéressent. Bonne dégustation. Merci. Juste une remarque, on pourra avoir le PowerPoint que vous nous avez présenté, qui est Bien très sûr. intéressant. Merci. C'est tout. On ne vous entend pas. Oui, je ne sais pas si vous parlez là, mais on n'entend pas, effectivement. Ouais. On m'entend mieux? Oui. Oui. C'est revenu. C'est revenu. Non, j'avais juste oublié d'allumer le micro. C'est peut-être pour ça. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de passer ce moment avec vous. J'ai donc choisi 5 vins, 5 monocépages. Donc, vous allez avoir 2 blancs, 1 rosé et 2 rouges. Choisis en fonction, j'ai essayé de les choisir en fonction de vos types d'établissements. Donc, sur la catégorie d'établissement sur lequel nous sommes, j'ai choisi des monocépages, donc certains, dont un notamment le Sauvignon, un cépage international, et cépages ensuite qui sont un peu plus confidentiels en termes de volume, notamment au niveau des pays d'oc, avec notamment un Mourvèdre rosé ou un petit verre d'eau en rouge. La 6e bouteille que vous avez reçue et que nous n'allons pas déguster ensemble, mais que je vous propose de déguster ultérieurement, c'est les domaines Calmel et Joseph, cuvée Villa Blanche rosé. C'est un assemblage de grenache noir et grenache gris. Donc c'est un vin frais, expressif, qui est parfait pour l'apéritif ou une cuisine d'été avec des choses grillées, des petits poissons, des choses comme ça. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions ou que vous souhaitez qu'on échange à propos des vins, je vous propose de le faire à la fin, après chaque dégustation, après chaque vin. Par contre, faites bien attention de ne pas tous parler en même temps, parce que ça risque de devenir assez rapidement compliqué. Voilà, donc le premier vin que nous allons déguster, c'est le domaine La Serre de Guéry, cuvée Sagesse, Sauvignon 2020. Donc c'est un domaine qui est situé sur Azille, donc dans l'Aude. Voici. Donc c'est sur un vin qui est vinifié, enfin les vignes sont posées sur un sol argilo-calcaire. C'est un domaine qui produit une jolie gamme de vins en pays d'oc, qui également peut être sur du Sauvignon, qui peut être sur du Viognier, sur du Gewürztraminer, qui fait également des vins rouges. C'est un domaine de bonne qualité sur lequel on trouve une belle régularité d'une année sur l'autre.
donc 100% Sauvignon. On voit donc qu'on est sur une belle robe, brillante, limpide, qui prend bien la lumière. Des reflets légèrement verts sur les côtés. Vin jeune. Le premier nez est expressif, frais. Des notes de fruits à chair blanche. Moi, j'ai personnellement des fruits comme de la pêche de vigne. Un côté aussi légèrement épicé, frais, un côté menthol. Des fleurs, un peu de buis également. Un vin, vous voyez, un nez assez complexe, qui demande un petit peu d'oxygène pour s'ouvrir et vraiment s'exprimer complètement. Bon, l'attaque en bouche est vive, fraîche. Ce côté menthol qui est là, on reste sur un côté citron bien mûr. Donc un vin d'une belle fraîcheur, une belle arête acide, un vin assez tendu. Donc il va bien s'accorder, notamment qui peut très bien se consommer soit à l'apéritif, soit sur des poissons ou des coquillages, des plateaux de fruits de mer, des poissons également grillés, voire même certaines viandes blanches. Voilà. Si vous avez les questions, à savoir que ça c'est un vin bien évidemment qui n'est absolument pas boisé, donc élevage en cuve inox et une fermentation d'une vingtaine de jours, à froid bien évidemment, autour de 13 degrés. Quel est le prix de ce vin, s'il vous plaît? Pardon? Et le prix de ce vin? Alors moi je vais pouvoir vous donner un prix approximatif, prix de vente TTC au caveau, il tourne autour de 7 € la bouteille. Oui, c'est bien. On travaille avec eux déjà. Ouais. Après, moi, je vous donne un prix indicatif TTC au caveau. Donc après, selon les établissements, la politique commerciale est faite par chaque domaine. Donc là, moi, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Nous travaillons déjà avec le domaine à Metz. Pardon? Je ne vous ai pas... Metz, nous travaillons déjà avec ce domaine. D'accord. Donc, voilà. j'espère que vous pouvez confirmer ce que j'ai dit, que c'est un domaine quand même de qualité et qui a une belle régularité d'une année sur l'autre. Tout à fait. On a eu le Gewürztraminer. Très surpris par le Gewürz, qui était. Nous, on est Mosellans, donc on a tendance à avoir le Gewürz ici en Alsace, surtout en Alsace, et de l'avoir dans le sud, c'était vraiment très bon. On a le Vionnier, le Gewürz qui était super, et on a aussi le Minervois. Oui, souvent, c'est ceux dont il faut se méfier lorsqu'on a un cépage que l'on connaît, sur lesquels on a des références, notamment notre région. C'est que vraiment, il faut prendre le vin et le cépage en tant que tel et pas essayer de le comparer, parce que c'est vrai qu'on est souvent, nous, dû par notre situation géographique aussi, notre taux d'ensoleillement, on est souvent sur des vins plus mûrs. Et par exemple, on parlait du Gewürztraminer alsacien, on a des profils quand même beaucoup plus tendus. Nous, on est plus sur des raisins beaucoup plus mûrs, côté fruits exotiques beaucoup plus exacerbés. Ce qui est intéressant, c'est de le faire découvrir à l'aveugle à nos clients. Tout à fait. C'est génial. Oui. Alors, nous, avec Jérémy, quand on l'a dégusté tout à l'heure, on a trouvé délicat. Donc, ça veut dire un vin joliment fait, quoi, aussi. Oui, c'est pas surmûri, c'est bien équilibré, c'est un bon vin, hein, une belle fraîcheur. Et le prix est plus que correct aussi, je trouve. Le prix, oui, bien sûr. Voilà, ben là, on en revient à ce que disait Delphine précédemment. C'est que là, on a aussi la chance, entre guillemets, ou la sagesse de nos vignerons, au choix, d'arriver à contenir des prix, avoir un rapport prix-plaisir qui est quand même plutôt intéressant. Oui. Donc, si vous le permettez, nous allons continuer sur la deuxième cuvée de ce matin. Donc, le domaine Les Maëls, cuvée Les Matelles. Donc ça, c'est un vin en agriculture biologique. Donc le vignoble est situé dans l'Aude, à Argens-Minervois. Il est tenu par Morgan et Frédéric Schwertz, qui sont des œnologues alsaciens, qui sont venus s'installer dans le Midi en 2002.
Le nom du domaine, en fait, est une contraction du prénom de leurs 2 filles, Manon et Elisa. Donc certifiés en agriculture biologique depuis 2011. Donc ce sont des gens qui sont vraiment bien engagés dans cette démarche. Donc c'est un domaine qui couvre une superficie d'une 15aine d'hectares répartis en différents îlots. 8 hectares qui sont dévoués aux vins d'appellation d'origine protégée et 7 hectares donc en IGP. Donc là, on est sur un sol argilo-calcaire. L'élevage se fait en partie en cuve et en partie en barrique. En barrique pendant 3 mois. Donc c'est juste pour amener un petit plus au vin, pour enrober un petit peu le vin, mais ce n'est pas fait pour que le bois soit prédominant. Donc là, pareil, on a une jolie robe qui est sur des notes avec des petits reflets verts. Des notes, pour moi, c'est un petit peu ces pailles bien prononcées. Jolie robe qui prend également bien la lumière. Un premier nez qui est frais, moins expressif que le précédent, bien sûr, mais qui semble de très bonne qualité. Après aération, moi j'ai des notes grillées qui viennent un petit peu, des notes de noisette. Mais on a quand même un côté assez floral. Et j'ai un peu de fruits avec notamment de l'abricot, pardon. Donc un vin pareil qui demande un petit peu d'oxygène. Donc on est sur une bouche avec une attaque vive et fraîche, un vin bien charnu, bien ample, qui tapisse bien les papilles. Un joli vin bien fait avec une belle arête acide tout le long de la dégustation et une bonne longueur également. On a trouvé une petite note iodée, nous. Une petite note iodée également, j'allais y venir. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant, notamment, que moi je trouve intéressant, notamment pour des accords, parce qu'on va pouvoir partir notamment sur des coquillages également. On a une petite note toastée que l'on retrouve également en bouche, pour moi. Et donc un vin que moi j'associe, qu'on peut prendre également à l'apéritif, qu'on peut prendre, qui est assez polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut le prendre également sur les tapas, sur des poissons, soit grillés, soit voire même des poissons en sauce. On peut déjà commencer à l'associer à des viandes blanches, par exemple, voire des fromages de chèvre ou de brebis, assez frais quand même, parce que c'est un vin qui reste assez fin et délicat. Donc un fromage un petit peu trop affiné, à mon avis, risquerait de masquer un petit peu l'aromatique du vin. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mais bien sûr, je vous écoute. Pardon. Moi, je suis assez impressionné par ce vin-là, parce qu'il a une présentation générale assez remarquable. Il est pur, il est droit, il est net, il est propre, au niveau aromatique, il est bien balancé, il a malgré tout une belle complexité. Et surtout, ce qui me plaît, c'est qu'en bouche, il a tout ce qu'il faut. Il a la bonne tension, l'harmonie, la charpente sans devenir plus long. C'est un vin qui est remarquablement bien maîtrisé. Je suis assez bluffé. Et c'est 100% Roussanne, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ouais. Et vraiment, là, et vous avez une idée du prix? Là, on est aux alentours de 10 € la bouteille. Un prix public TTC au caveau, hein, bien sûr. D'accord. Donc, les prix que vous nous donnez, c'est toujours TTC au caveau. Enfin, c'est indicatif TTC caveau. D'accord. Ouais, mais c'est bien d'avoir le prix au caveau aussi. Disons que moi, après, le problème que je vais avoir, c'est que selon les types de clientèle, peut-être les prix peuvent varier. La politique commerciale du domaine, nous, au niveau des Pays d'Oc, on n'entre pas du tout là-dedans. Nous, on présente des vins, on les présente, on donne un tarif, donc que je choisis, le tarif TTC caveau, pour donner une indication d'un ordre de prix, parce que c'est vrai, effectivement, que c'est intéressant de faire un rapport entre le produit et le prix auquel il est proposé.
Mais après, je n'ai pas de, déjà, je n'ai pas de velléité à faire du commerce. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires. Je ne manquerai pas de les transmettre aux producteurs, qui en sera ravi, je n'en doute pas. Pour moi, c'est félicitations parce que vraiment, c'est un beau, vraiment il est bien, il a une digestibilité, un ensemble qui est d'une honnêteté merveilleuse. Merci pour eux. Alors, nous allons donc continuer. Nous allons changer de couleur pour passer sur un vin rosé. Donc, les Jamelles, la maison Abbott et Delaunay, donc, qui est une maison qui, au début des. En fait, il y a Catherine et Laurent Delaunay, au début des années 90, de jeunes œnologues qui décident de créer une marque de vin, plaisir, gourmand et aromatique, pour vraiment un petit peu désacraliser le vin, qui parlerait un langage universel et notamment s'axer sur les cépages. Donc des vins qui peuvent s'adresser à des connaisseurs aussi bien qu'à des néophytes ou des personnes qui sont simplement intéressées à découvrir des choses un petit peu différentes et nouvelles. Donc ces deux-là, ils ont baptisé cette gamme les Jamelles, un nom qu'ils ont trouvé plutôt féminin pour évoquer un peu la rondeur du vin, pluriel pour refléter la diversité des cépages. Ils ont une très large gamme de cépages en Pays d'Oc, sur les trois couleurs, et quelque chose d'un petit peu chantant pour rappeler un peu l'origine languedocienne de ce produit et un petit peu sudiste. Aujourd'hui, les Jamelles composent l'une des plus larges gammes de vins de cépages du sud de la France, qui sont labellisés, et on en est assez fiers, en Pays d'Oc IGP, à savoir que depuis quelques années, ils se sont lancés à faire également des cuvées en parcellaire, toujours en monocépage. Et ils sont aujourd'hui présents dans une quarantaine de pays, et qui sont d'ailleurs reconnus en termes qualitatifs et notamment en termes de rapport qualité-prix au niveau de l'international. Donc là, on est sur un 100% Mourvèdre, domaine donc, qui est situé dans le Narbonnais, à Mons, dans l'Aude, sur un sol argilo-calcaire. Là, on va être sur un rosé qui est quand même assez prononcé au niveau de la couleur. À savoir qu'aujourd'hui, comme Delphine l'a dit, nous sommes les plus gros producteurs en volume de vins rosés, mais la tendance est toujours donnée par les vins de Provence, comme vous le savez certainement. Donc là, on essaie un peu de se démarquer aussi, en ayant une couleur un petit peu plus prononcée, à savoir qu'en Pays d'Oc, vous l'avez vu notamment sur la cuvée Villa Blanche que vous avez en dégustation chez vous, qui est un rosé d'une couleur un peu plus classique par rapport au rosé d'aujourd'hui. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus foncé, sur un cépage Mourvèdre, mise en avant du cépage, un cépage qui est un peu moins répandu que les Grenaches notamment, ou les Cinsault que l'on connaît plus traditionnellement aujourd'hui. Donc là, on est sur un vin, sur un nez qui est frais, qui est aromatique, qui est beaucoup, pour moi, sur des notes de fruits rouges. On est sur j'ai un peu de fraise, un peu de cerise. C'est assez complexe. Une petite note d'oxydation, effectivement, quelqu'un l'a souligné. À savoir que là, on est déjà sur un millésime 2019 sur cette cuvée-là. Yes. Mentoler un petit peu. Mentoler. Effectivement, un côté frais et mentholé que j'ai entendu, que l'on retrouve également en bouche. On est un vin sur cette petite oxydation, se note également en bouche, mais on sent quand même un vin plus charnu, avec une belle ampleur, une belle rondeur également, pour moi une longueur qui est tout à fait correcte. Donc là, on est déjà sur un rosé que l'on va pouvoir consommer à la mi-saison,
dès maintenant. On n'est pas obligé d'attendre vraiment. Ce n'est pas un rosé d'été, dit d'été. C'est vraiment un rosé que l'on va pouvoir consommer dès la mi-saison, avant ou après ou arrière-saison, avec des plats. Quelque chose avec, on peut déjà partir sur des poissons en sauce, on peut partir également sur des filets de volaille, des choses comme ça. Voilà. Ça, à savoir qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont dû faire la mise en bouteille aujourd'hui, donc on est passé sur le millésime certainement 2020. À savoir que là, c'est un vin également qui se retrouve sur une ordre de tarif aux alentours de 6,50 €. C'est un peu épicé, c'est un petit peu garrigue. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires peut-être ou des Participer. voilà. Alors moi j'ai bien un côté épicé un peu au nez aussi, et puis un côté garrigue qui me fait dire que ça me manque un peu de fraîcheur. J'ai un petit peu de minéralité en bouche. C'est pas par rapport à la couleur est prononcée effectivement, mais c'est ce côté un peu garrigue qui personnellement me dérange un petit peu. Après, je pense que le choix du cépage aussi sur un cépage Mourvèdre, c'est vrai qu'on a peu l'habitude aussi de déguster en rosé. Et s'il était peut-être vinifié plus, parce qu'ils font la même cuvée en 100% Mourvèdre rouge, peut-être que ce côté garrigue est plus considéré comme une qualité au niveau des vins rouges et effectivement peut le desservir au niveau des rosés. À savoir que pour moi, c'est pour ça que je le qualifiais de vin assez charnu, avec avec quand même une structure présente. C'est vrai que c'est un vin à l'aveugle en verre noir. C'est vrai qu'on pourrait presque le déguster comme certains vins rouges légers. Oui. C'est plus un rosé de table que peut-être un rosé d'apéritif. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment lié au cépage là. Je pense que le cépage est bien marqué, oui. Mourvèdre, c'est quand même un cépage qui donne les vins de Bandol, et on sait que les vins de Bandol, c'est des vins qui ont de l'évolution possible, c'est des vins qui sont charnus, denses, et on ne cherche pas forcément la fraîcheur sur des vins qui sont issus de Mourvèdre, mais plutôt justement ce corps qu'on va pouvoir associer avec des plats à table, quoi. C'est ce que je retrouve moi justement dans ce vin, quoi. On n'est pas sur des grenaches où c'est vraiment facile, où là on a quand même un vin qui est un peu plus dense. Moi, c'est un vin que j'associerais avec un poisson avec une belle chair, comme la lotte, un pagre, voire du homard aussi. Je n'ai pas ressenti moi je ressens pas d'oxydation, mais plutôt de la réduction. Pour moi, c'est lié à la capsule à vis. Il y a souvent ce côté un peu réducteur qui donne un peu des nez qui sont difficiles sur le démarrage, mais à l'aération qui va s'estomper et qui donnera un côté un peu plus net. Voilà. C'est possible. Après, c'est vrai que je n'ai pas eu cette expérience-là au niveau de la capsule à vis, mais c'est tout à fait possible. Après, c'est vrai que ça, c'est un vin que nous, on reçoit uniquement en capsule à vis, donc je n'ai pas pu le comparer non plus si avec un cépage, un bouchage traditionnel. Voilà, donc nous allons donc continuer avec le premier vin rouge. Vin rouge du domaine Girard. Donc comme vous le voyez sur la fiche technique, un vin qui est certifié HVE3, haute valeur environnementale. C'est un domaine familial depuis 1928. Philippe Girard est donc la 3e génération. Le vignoble est donc situé sur le village d'Alaigne, au cœur de la Malepère. Malepère et Malopeiro, la mauvaise pierre en occitan. Donc aujourd'hui, le domaine est constitué d'une trentaine d'hectares. Et depuis 2019, donc, le vignoble a obtenu cette fameuse certification HVE3 qui officialise le travail de la vigne et de respect de l'environnement, d'une démarche globale en faveur de l'environnement. Donc là, on est sur un sol argilo-limoneux avec une présence de galets. Les vendanges sont faites manuellement dans des petites caisses
pour éviter justement l'écrasement des baies lors de leur transport. On est sur une moyenne d'environ 30 à 35 hecto-hectares là-dessus. Donc là, on est bien sur une couleur qui est assez caractéristique des pinots noirs, qui n'est pas trop profonde quand même. On sent qu'il n'y a pas une extraction très longue, mais qu'il y a quand même une jolie couleur. Des reflets légèrement orangés sur les bords de disque, une couleur pas trop profonde. Le premier nez est expressif. Beaucoup de fruits noirs. Là, je suis vraiment sur pour moi, je suis sur de la mûre là-dessus. J'ai un côté aussi assez frais, des notes presque des notes d'eucalyptus. Un côté un peu vert. Mais vous voyez, un vin qui, avec l'oxygène, s'ouvre et se développe. Ça, j'en bois. La bouche est fraîche, vive, une belle attaque, franche. C'est un vin qui n'est pas trop riche, pas trop puissant, qui possède une belle buvabilité, avec, pour moi, en bouche, un côté cerise burla, fruits noirs, vous voyez, voire presque noyau de cerise. Une bonne longueur, un côté un petit peu légèrement toasté également. Donc ça, c'est déjà un vin qui peut se boire toute l'année, mais principalement sur les 6 mois entourant l'été, sur une cuisine, pour moi, parce que dans ma région, sur des grillades, on peut déjà partir sur de l'agneau, on peut partir sur des canards, sur des petits gibiers également, des petites cailles notamment. C'est un vin qui a une belle tenue et une belle longueur en bouche, un vin vraiment plaisir immédiat, qui pour moi n'a pas vraiment d'intérêt à être conservé pendant plusieurs années, qui est déjà d'une très bonne buvabilité aujourd'hui. Voilà, je vous écoute pour voir ce que vous en pensez. On est déjà sur un millésime 2019. Non, ce vin n'inspire pas grand monde, à ce que je vois. Non, c'est un bien plaisir, facile à boire. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Après, oui, c'est pas le grand vin qu'on va garder, ça c'est une évidence. Mais bon, il faut de tout, hein, évidemment. C'est ça, je pense que c'est pas un vin qui est fait pour ça. C'est un vin vraiment plaisir immédiat qui, pour moi, est très bien fait dans son style de vin. Voilà, techniquement, il est bien fait, on a plaisir à le boire, on a envie d'en reboire un deuxième verre derrière. Mais on n'est pas, voilà, on se dit s'il n'y a pas. On n'a pas mis de l'eau cracher. Voilà. On n'a pas spécialement mis de l'eau cracher. Après, moi, je préfère le recracher parce que j'ai d'autres masterclass derrière, donc ça risquerait d'être compliqué en fin de journée. Mais effectivement, c'est vraiment le vin plaisir par excellence. Et donc, nous allons finir cette dégustation par un vin, par un 100% petit verre d'eau. Là, on est sur un millésime 2017 de la maison Bruno Andreu. Donc, c'est une maison c'est un négociant, hein, Bruno Andreu, qui est issu quand même d'une famille vigneronne et qui, en fait, est passionné par la diversité des vignobles et qui aime bien, justement, associer ces différents terroirs pour arriver à sortir la quintessence de son cépage. Tous ces vins sont élevés dans le chai de Mont-Blanc. Donc Bruno Andreu a été vigneron pendant une vingtaine d'années avant d'ouvrir sa maison de négoce. Son objectif, c'est créer des cuvées premium,
basé sur des sélections donc, de terroirs expressifs et un élevage de haute qualité. Donc là, un 100% verre d'eau 2017. Donc là, on est sur une édition limitée. Hein, il y a une production de 3000 bouteilles qui sont toutes numérotées. Voici avec un habillage assez épuré et remarquable. Belle bouteille. Donc là, on est sur un sol de cailloutis Villafranchien avec une exposition sud. Donc vous allez voir, c'est un vin qui a des notes quand même très mûres. On a un élevage de 12 mois en fût neuf. Donc qui va être quand même très présent au niveau de la dégustation. Donc là, une couleur, une robe qui est déjà un peu plus soutenue. Hein, bon, on est sur un petit verre d'eau assez foncé. Des notes déjà qui commencent un petit peu à s'oranger en bord de disque sur mon échantillon. Millésime, donc comme je le disais, 2017. Un premier nez où le boisé est quand même présent, hein, avec des notes d'épices, un peu de vanilline. Un nez assez chaud, sur des fruits noirs, assez mûrs, presque confiturés. Noir écrasé. Voilà, pour moi, ce côté, c'est un nez qui est un petit peu chaud, j'ai entendu à côté. C'est un vin qui est quand même avec des notes très mûres, confiturées, vraiment présent. On sent quand même que ça va être un vin qui va avoir une structure et une puissance aromatique en bouche. Hein. Il y a plus de grammes. La chaleur. Ouais. Moi, il y a un peu d'équilibre. Alors là, c'est un vin, voilà, l'attaque est vraiment sur le fruit, sur le côté menthol. Une bouche qui est assez ronde, plate, les tanins, ronde et ample, pardon. Les tanins sont déjà fondus. Moi, sur la finale, qui est assez longue, j'ai une petite amertume. Effectivement, ça, c'est un vin qui doit titrer déjà aux alentours de 14%, 14,5%. Donc c'est vrai que moi, je sens un petit peu moins le côté chaleur, parce que ça, c'est un vin que moi j'ai sorti aux alentours de 15-16 de mon Eurocave. Donc là, il a dû prendre 1 ou 2 degrés, donc il doit être aux alentours de 17 à peu près, je pense. Donc c'est pour ça que ce côté très chaleureux est un petit peu atténué. On sent vraiment que c'est un vin qui est puissant, qui a de la matière. L'élevage est quand même très marqué. Et là, après, on est sur un vin vraiment plus un vin de repas, avec notamment de la viande de bœuf, de la côte de bœuf, des gibiers en sauce déjà, voire des confits de canard, ou même pour quelquefois sur des desserts, voire des tartes au chocolat noir, par exemple. Est-ce que c'est un vin qui est fait pour être vraiment gardé, je suppose aussi, non? Ben là, je pense qu'il a la structure et la matière suffisante pour être gardé, parce que les tanins sont quand même présents, la puissance est déjà là. Il y a quand même, ce n'est pas un vin qui est lourd, c'est un vin qui a déjà 4 ans, donc je pense que vous pouvez le garder encore quelques années sans trop de problèmes, à savoir que quelquefois sur les vins, notamment les vins de notre région, où il y a beaucoup de soleil et donc les raisins sont très mûrs, souvent on risque de retrouver une oxydation qui peut venir assez rapidement. Donc là déjà je dirais sur 5, 6 ans, 8 ans, ça peut aller. Après, on va vraiment partir sur un autre type de vin avec un vin typé vin vieux, disons. Donc peut-être moins intéressant parce qu'on va perdre ce côté fruit, ce côté plus gourmand et très confituré. L'équilibre risque de vite tomber avec l'acidité qui manque. Là, on est déjà sur des arômes vachement évolués. Un peu tertiaire. C'est pas les petits verres d'eau de Bordeaux. Ils sont un petit peu plus mûrs. Ouais.
Après, c'est ce que je trouve, enfin, moi personnellement, très intéressant parce que ça permet, on voit bien que selon un cépage, ce n'est pas une identité propre et linéaire. En fait, vraiment, le lieu où il est cultivé et la façon dont il est travaillé, ça va vraiment amener des différences notables, et que ce soit sur le petit verre d'eau ou sur le cépage d'ailleurs. Voilà. Il a un côté quand même assez animal, ce vin, un peu faisandé. Hein. Enfin, moi, ça m'a assez marqué. C'est quand même assez présent. C'est assez présent et c'est pour ça que moi je trouve que ça va bien, comme je vous le disais, notamment avec des gibiers. Parce qu'on va retrouver ce côté un petit peu faisandé qui pour moi peut bien aller ensemble. Effectivement, là après c'est vraiment, ça c'est un type de cuvée qui est aussi faite pour pour un type de clientèle, pour avoir des produits un peu différents aussi. Et puis à boire peut-être sur les saisons un peu plus froides comme Tout à fait. Ça c'est clairement un vin, enfin pour moi un vin à servir à partir de l'automne, voire sur tout l'hiver. Ouais. Effectivement, sur une cuisine d'hiver. Ouais, avec des choses, des plats mijotés un peu puissants qui accompagnent. Voilà. Disons, je dirais presque que c'est un vin qui n'est pas fait pour notre région du sud de la France. Il a le défaut de sa région. Voilà. Nous, on est sur Lyon. Voilà. Nous, on est sur Lyon, on est spécialisé vin du monde et c'est vrai que c'est des petits verres d'eau qu'on avait goûté sur des vins chiliens. Ouais. Nous, ça ne nous choque pas spécialement, en fait, justement, parce que ça a un côté un peu plus chaud, effectivement, mais c'est très agréable, en fait. C'est sûr que ce n'est pas un vin à boire à 30 degrés sur la plage à Montpellier. 30 degrés, vous êtes à la mi-saison, là. Vous êtes à peine au mois de juin. Hein. Mais effectivement, lorsqu'on le déguste, en plus, après le pinot noir, qui était vraiment un vin plaisir, un vin de soif presque. Complètement. La marche est quand même haute. En fait. Ouais, je pense que c'est le décalage. C'est vrai que le pinot noir était d'une superbe gourmandise, d'un côté croquant qui était super. Quoi. Fraîcheur. Là, c'est sûr qu'on a quelque chose de ça, mais on arrive à l'heure du midi, donc on va pouvoir manger avec, c'est parfait. Voilà, le pinot noir pour l'apéritif, après vous basculez sur le petit verre d'eau. Voilà. Voilà, écoutez, moi je voulais juste vous remercier d'avoir participé à cette masterclass. C'est vrai que c'est un petit peu particulier pour vous comme pour moi, parce que c'est vrai qu'en général les échanges se font beaucoup plus directement lorsqu'on est en présentiel, mais il faut s'adapter. Je pense qu'on a essayé de faire au mieux. J'espère que ça vous a plu. En tous les cas, moi j'ai été très intéressé par nos échanges. Je vous remercie. Et puis je vous souhaite bon courage pour les semaines à venir, en espérant que vous puissiez rouvrir très 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 vite. Voilà, merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup.